Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Jean Jouzel, membre du GIEC, qui va maintenant nous faire une présentation sur le changement climatique. Oui, oui. Oui, alors comment ça marche? Bonjour à tous. Merci de cette invitation à participer aux Journées méditerranéennes de l'air. C'est un plaisir d'être ici. Alors, donc, c'est plutôt une séquence climat, moi-même et Laurent Michel. C'est vrai avec, disons, quand même en regardant un peu les aspects d'abord Méditerranée, mais très brièvement aussi les aspects pollution. Alors, je pense que c'est intéressant, bon, je pense que chacun d'entre nous, nous sommes conscients de ce lien entre climat et qualité de l'air, et donc c'est intéressant finalement de regarder ce vers quoi on va en termes de changement climatique et les conséquences que ça pourrait avoir sur effectivement la pollution. Donc, je vais d'abord aborder des points généraux, puis un peu plus sur la Méditerranée. Donc le diagnostic disons, des climatologues est très clair, donc à travers le rapport du GIEC. Nous venons de finaliser ce rapport avec l'adoption du rapport de synthèse il y a une quinzaine de jours maintenant à Copenhague. Le réchauffement est sans équivoque et sans précédent. Alors, on ne peut pas être plus clair. Sans équivoque, ça veut dire que, alors on le voit bien sûr à travers les températures elles-mêmes. Ici, bon, chaque décennie, chacune des trois dernières décennies est plus chaude que la précédente. Ça sera probablement pareil pour celle que l'on vit actuellement. Et quand on regarde au cours du dernier millier d'années, même un peu plus, il n'y a pas eu de période de 30 ans aussi chaude que celle que nous avons vécue au cours des 30 dernières années. Mais il y a aussi beaucoup d'autres indices du réchauffement climatique, les glaces, tous les compartiments du réchauffement climatique témoignent, du système climatique témoignent de ce réchauffement, que ce soit les glaces, l'océan, la biosphère, et c'est un des points très clairs. Alors, à quoi est dû ce réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique est clairement attribué, vous voyez, donc pour nous aussi sans ambiguïté, à plus de 95 chances sur 100. Il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement des 50 dernières années. Là aussi, un diagnostic très clair, très simple. Alors, qu'est-ce que c'est que l'influence de l'homme dans ce cas-là? Eh bien, en premier lieu, l'effet de serre. L'effet de serre lié à des composés comme le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, d'autres gaz à effet de serre, et un lien très fort entre ces émissions de gaz à effet de serre et l'énergie. Disons les trois quarts des émissions de l'augmentation de l'effet de serre, une année comme cette année, disons, et les trois quarts sont liés à notre utilisation de combustibles fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon. Alors pour le méthane et le protoxyde d'azote, une source importante, vient des pratiques agricoles au sens large, de la forêt également. Voilà, alors, donc, il y a aussi une partie qu'il ne faut pas oublier des activités humaines qui jouent sur le climat, c'est la pollution, ce dont on discute aujourd'hui, au sens trivial du terme, qu'elle soit urbaine, disons automobile, industrielle, et cette pollution, à travers différents mécanismes, donc des aérosols, à part un mécanisme direct ou indirect, contrecarre une partie du réchauffement lié à l'augmentation de l'effet de serre, de façon un peu, disons, de l'ordre de 20%. Si on supprimait complètement la pollution, le réchauffement risquerait d'être encore un peu plus important. Donc voilà, donc on attribue de façon très claire, quand on regarde à gauche les causes naturelles de changement climatique, volcanisme, activité solaire, variabilité naturelle, elle n'explique clairement pas le réchauffement des 50 dernières années, alors que si l'on tient compte des causes naturelles et des causes liées aux activités humaines, eh bien, nous arrivons à une explication, disons en tout cas à une explication correcte de ce réchauffement. Alors si on regarde vers l'avenir, quand on regarde vers l'avenir, on comprend bien intuitivement que le réchauffement va être d'autant plus important, au risque d'être d'autant plus important que l'on émettra de gaz à effet de serre. C'est bien sûr ce qui se produit. Les modèles nous disent que
nous disent vraiment ce que l'on anticipe dans ce cas-là. Alors pour simplifier, on a présenté disons les scénarios émetteurs. En gros, d'ailleurs on les appelle souvent business as usual, on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis un scénario sobre. Alors le scénario émetteur, comme vous voyez à la fin disons de ce siècle, ce sont des réchauffements de l'ordre de 4 degrés en moyenne, qui ne sont pas homogènes, 2 fois plus importants dans le Grand Nord par exemple, moins importants sur l'océan. Ce sont aussi beaucoup de conséquences. Et surtout, il faut bien avoir à l'idée que, disons, 4 degrés, ce n'est pas simplement, disons, ce scénario, parce qu'on parle de 4 degrés alors que l'autre, on va parler de 2 degrés, ce n'est pas simplement 2 fois plus que le scénario sobre. Parce que, vous voyez bien que dans le cas du scénario émetteur, eh bien, on n'en est pas quitte à la fin du siècle. C'est-à-dire que le réchauffement se poursuit. Si on poursuit sur ce mode, eh bien, on pourra avoir 7-8 degrés, 7 degrés à la fin du prochain siècle. Tandis que dans le cas du scénario sobre, dont je vous parlerai également, eh bien, ce sont un ensemble de scénarios qui répondent à l'objectif de la Convention climat, qui est que le réchauffement à long terme se stabilise en dessous de 2 degrés par rapport au climat pré-industriel. Eh bien, le climat est stabilisé. Donc la grande différence entre les scénarios sobres et émetteurs, ce n'est pas simplement à la fin du siècle, il ne faut pas se limiter, mais c'est aussi, disons, au cours du siècle prochain et des suivants. Donc je vais maintenant, pour pas être tronche, essayer de pas être tronche, je vais essayer de me focaliser un peu plus sur les régions qui nous intéressent aujourd'hui, disons le pourtour méditerranéen. Donc quand on regarde ça, disons pour le moment j'ai pris le 4e rapport du GIEC, c'était des scénarios, donc un scénario intermédiaire. Et dans ce scénario intermédiaire, il y a des réchauffements de 3, 4, 5 degrés, vous voyez, donc ça, été, hiver à gauche, été à droite, les réchauffements en haut. Donc on voit des réchauffements d'été assez importants, supérieurs à 4 à 5 degrés. Ça, c'est pour la fin du siècle. L'été, il y a des réchauffements plus importants l'été que l'hiver. Mais une des caractéristiques de ces cartes, et qui est très nette aussi, c'est, disons, les zones marron. Quand on regarde l'Europe, en fait, c'est scindé en 2 parties. Le nord de l'Europe, des zones vertes, plus c'est vert foncé, plus c'est une augmentation des précipitations par rapport aux précipitations actuelles de 10, 20, 30, 40%. À l'inverse, donc sans beaucoup d'avantages pour ces régions qui sont souvent marquées par des inondations en répétition, à l'inverse, le pourtour méditerranéen, ce sont des zones, disons, les zones qui sont très foncées. On peut aussi là, arriver cette fois à des diminutions de précipitations. C'est généralement des diminutions de précipitations, surtout l'été, avec là aussi des diminutions de précipitations de 20-30%. Qui sont moins marqués l'hiver, mais qui existent aussi l'hiver. Donc on voit tout de suite à travers cela, disons, le problème des ressources en eau dans ces régions où l'accès en eau peut être, en tout cas dans certains pays, déjà assez délicat. Donc des conséquences multiples sur lesquelles je vais revenir, vagues de chaleur, régions affectées par la sécheresse. Voilà. Donc évidemment, l'élévation du niveau de la mer, le pourtour méditerranéen n'y échappera pas. Ça pourrait être d'1 mètre, là aussi pour la partie océan. Une des conséquences importantes qui aura des conséquences sur les écosystèmes marins, c'est l'acidification des océans. On parle de problèmes sur la santé, sur l'agriculture, le tourisme, les infrastructures. Donc ça donne une image qui est pas très différente dans le 5e rapport du GIEC. Ce ne sont pas exactement les mêmes cartes que je vais vous montrer, mais on retrouve effectivement les mêmes caractéristiques. Donc là, par exemple, ça vient du 5e rapport du GIEC. Et ce que l'on regarde dans ces graphiques, donc en haut, ce sont les vagues de chaleur. Donc, alors, il y a 2 scénarios. Alors, le scénario, c'est assez... Bon, je vous ai montré dans le graphe précédent, disons, les 2 scénarios extrêmes, scénario sobre, scénario émetteur. Là, à droite, nous avons le scénario émetteur. À gauche, un scénario intermédiaire, disons, où effectivement... Disons, le réchauffement n'est pas stabilisé à la fin du siècle, mais il n'excède pas 2 degrés. Et on voit de façon très claire, si vous regardez en haut à droite, de plus en plus de vagues de chaleur de façon importante, bien sûr, sur l'ensemble de l'Europe, mais surtout, disons, très marqué sur le pourtour méditerranéen. De même pour les épisodes de sécheresse, là aussi, ce sont... l'Espagne, disons le Maghreb en général, le pourtour méditerranéen est très affecté par ces épisodes de sécheresse. Donc il faut bien comprendre que,
disons, s'il y a moins de précipitations et plus de sécheresse, enfin moins de précipitations, ça correspond à plus de sécheresse, mais en termes d'aridité des sols, il faut tenir compte aussi que dans un climat plus chaud, il y a plus d'évaporation, disons, ce qui accentue la difficulté par rapport à, disons, aux ressources en eau. Donc j'ai pris quelques cartes sur maintenant, disons, tout cela vient du résultat du 5e rapport du GIEC. Disons, l'influence sur les écosystèmes. Donc on a parlé tout à l'heure. Voilà, l'influence, voilà, elle est très forte. Ce sont les points rouges où elle est très forte, et on retrouve là aussi une partie du Maghreb, de l'Espagne, sur les pourtours méditerranéens, justement à travers ces épisodes de sécheresse à répétition. Donc ça se traduit aussi sur les écosystèmes naturels de façon très, très marquée. Alors il y a d'autres régions, le sud de l'Afrique également. Là, disons, cette carte vient du rapport du chapitre sur l'Afrique, mais c'est pour montrer aussi que disons, le pourtour méditerranéen n'échappe pas à ces problèmes d'écosystèmes naturels qui sont affectés. Je l'ai redit aussi, bien sûr, les écosystèmes océaniques sont aussi à risque aussi d'être affectés par l'acidification des océans. Donc, alors, j'ai regardé, alors, bien sûr, puisque je suis invité ici disons, sur la pollution, alors, j'ai regardé ce que dit le rapport du GIEC, donc ces rapports régionaux sur la pollution. Voilà, en gros, quand même, sur l'Afrique, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on ne sait pas grand-chose. Merci à notre collègue tunisienne tout à l'heure. C'est quand même la principale. En gros, il y a, vous voyez, donc bon, on sent bien, on pressent bien que ça peut avoir des effets sur la santé en Afrique, mais en particulier à travers disons, les sources naturelles d'ozone et les niveaux d'ozone. Mais la conclusion importante pour ce qui concerne l'Afrique et la pollution liée au changement, je parle bien, c'est là disons, de l'accentuation ou non de la pollution liée au réchauffement climatique. La conclusion du rapport du GIEC, c'est quand même que bon, il n'y a pas assez de données sur l'Afrique pour avoir vraiment un diagnostic très clair sur ce lien entre changement climatique, ce lien actuel d'ailleurs et ce lien futur entre changement climatique et pollution en Afrique, les qualités de l'air en Afrique en général. On en sait un peu plus en Europe, donc là c'est aussi le chapitre Europe, et je ne suis pas spécialisé dans la pollution, j'ai simplement pris disons, je suis intéressé aux conclusions il y a une partie sur la qualité de l'air dans les rapports du GIEC. Voilà, donc que les effets soient complets. Donc les points importants de la pollution en Europe, c'est l'ozone troposphérique, les particules, donc tout ce dont vous avez discuté aujourd'hui, hein, je ne vous apprends rien, hein, donc SO2, oxyde de soufre et d'azote. Bon, l'idée, c'est quand même que le changement climatique, vraisemblablement, devrait faire croître l'ozone troposphérique l'été, hein, donc dans les régions déjà polluées. Donc il y a ce lien. Hein, s'il y a des régions polluées, ça accentue effectivement, par exemple, la formation d'ozone. Les particules, bon, vous voyez, c'est much more incertain. Là aussi, il n'y a pas tellement de données, il n'y a pas tellement d'études de l'évolution de la pollution de tous ces systèmes, puis qui sont complexes dans un contexte de changement climatique. Hein, finalement, disons au départ du rapport du GIEC, on voulait mettre accent justement sur ce lien, mais disons que les auteurs des chapitres se sont rendus compte qu'il n'y a quand même probablement pas assez d'études sur le lien changement climatique-pollution. Bon, on sait quand même que les températures plus élevées, disons, ça risque d'affecter un peu, bon, c'est la même chose, l'ozone à travers les composés organiques volatiles qui deviendront, dont les émissions naturelles risquent d'être plus importantes. Et voilà, donc, et puis une étude aussi qui montre, je vais vous la montrer, en fait, le risque d'augmentation des feux de forêt et donc de la pollution qui est associée à ces feux de forêt. Une carte qui... Donc, sur ces feux de forêt, c'est là aussi... bon, c'est comme ça. Ils ont beaucoup de... Alors, les feux de forêt, ils sont classés là dans la carte de gauche suivant 5 niveaux de risque. Vous voyez, donc, de risque faible à risque élevé. Hein, à gauche, c'est la période actuelle, donc il y a déjà des risques élevés, des risques quand même dans certaines parties. Donc,
Donc non, ça c'est pas les valeurs actuelles. Je n'ai pas montré pratiquement les valeurs actuelles. Il y a très peu de risques sur l'ensemble de la France. Ça, ce sont les risques à la fin du siècle dans le scénario 1B. C'est un scénario intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est à droite, donc disons comment ces risques de feux de forêt ont augmenté, parce que vous voyez donc les zones disons vert et foncé sont des zones où les risques de feu, disons, c'est une augmentation de classification soit d'un, soit éventuellement de deux niveaux. Donc vous voyez par exemple sur toute la France, et enfin sur une partie du pourtour méditerranéen, et vous voyez, ce qu'on voit et ce qu'on dit souvent, c'est que les feux de forêt, par exemple, il y a très peu de risques actuellement sur l'ouest et le centre de la France, et dans un climat plus chaud, il y en aura plus, et ces risques ont été également accentués sur une partie du pourtour méditerranéen. Alors pas sur l'Espagne, parce qu'ils sont déjà très intenses, ces risques actuellement. Donc maintenant, je vais revenir peut-être alors plus sur la France avec, disons qu'une étude qui a été faite largement par mes collègues de Météo France, de l'Institut Pierre-Simon Laplace et du CERFAX, c'est-à-dire que, disons, le ministère a souhaité que nous travaillions disons, sur le climat de la France, que nous produisons des scénarios pour le climat de la France du XXIe siècle, pour le XXIe siècle. Donc, on va retrouver certaines des caractéristiques que j'ai évoquées là. Bon, d'abord, simplement pour vous dire que la France n'échappe pas au réchauffement climatique. Donc, il est même, depuis le début du siècle, il est largement, enfin 1,3 degré, c'est-à-dire plus important, ce qui est normal. Il y a une amplification sur l'ensemble des continents du réchauffement climatique. Il est plus élevé qu'en moyenne globale, c'est 1,3 degré. Donc si on regarde maintenant les étés, alors les étés, là aussi, la France en ressentira les effets. Alors ça, c'est le scénario émetteur. Donc deux modèles, à droite c'est celui de Météo France, à gauche celui de l'IPSL, donc qui ont été régionalisés, c'est-à-dire que ces modèles globaux que je vous ai montrés tout à l'heure sont plutôt des mailles de l'ordre de 100 km, et là donc nos collègues de Météo France et de l'Institut Pierre-Simon Laplace ont couplé ces résultats des modèles globaux avec des modèles des régionalisations. Et bon, vous voyez, ça montre que c'est pas parce que ce sont deux modèles qui regardent les mêmes problèmes. Quand vous voyez en bas, à la fin du siècle, dans le scénario émetteur, vous voyez des réchauffements plus importants dans le cas du modèle de Météo France que dans le cas de l'IPSL. Ça montre aussi la difficulté. Il y a des incertitudes. Cette notion d'incertitude ne doit pas nous échapper. Mais quand on regarde à droite, effectivement, bien, on retrouve et même ces valeurs d'été de 4-5 degrés supplémentaires. Sur disons, un réchauffement plus important sur le sud-ouest que sur le nord-ouest de la France. Alors, bon, ça, j'ai pas la carte, mais ça va être pareil. Il faut bien ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on parle de 5 degrés l'été en moyenne, ça veut dire que les étés caniculaires de la deuxième partie du XXIe siècle seront vraiment caniculaires. C'est-à-dire qu'on aura complètement oublié 2003. Vous voyez, 2003, c'est 3 degrés plus chaud à peu près que la moyenne qu'un été moyen du XXe siècle, et des étés caniculaires de la deuxième partie du XXIe siècle. Bon, la carte, ce sont des points pour l'Île-de-France, mais j'aurais pu les sortir pour le pourtour méditerranéen. Les étés caniculaires risquent d'être jusqu'à 7-8 degrés plus chaud qu'un été moyen. Donc, pratiquement dans la deuxième partie, dans le scénario émetteur rouge, dans la deuxième partie du XXIe siècle, eh bien, tous les étés seront pratiquement tous les étés seront plus chauds que 2003. Donc avec certains étés caniculaires dans ce cas-là qui seront vraiment... Et on comprend bien, on comprend bien le lien dans ces cas-là entre été caniculaire et pollution. On sait très bien qu'il est encore plus difficile de faire face à la pollution dans cet été caniculaire où l'air est très stable. L'inverse, même dans un scénario intermédiaire, eh bien, on voit l'intérêt, c'est-à-dire que pratiquement dans le scénario vert, il y a très très peu d'étés, même dans la deuxième partie du XXIe siècle, qui sont plus, disons, plus chauds que 2003. Donc ça montre bien, parce qu'il faut bien regarder, c'est quand même ces étés-là qui poseront de vrais problèmes aux populations en termes de santé, en termes de lien avec la pollution. Disons que les étés caniculaires sont vraiment ceux qui marqueront pour le moment les esprits. J'espère que ce ne sera pas le cas, qu'on n'ira pas vers cela. Voilà. Donc les précipitations estivales, ça redit un peu les mêmes choses que je vous avais dites tout à l'heure, c'est-à-dire que une large partie de la France, là aussi ça dépend des modèles, mais dans les deux modèles, en tout cas la partie sud-est de la France, enfin en tout cas la partie sud de la France, on voit des diminutions de précipitations
sauf un peu dans le modèle Météo France, il y a quelques zones de méditerranéennes où il y a des augmentations légères, mais en général, c'est une diminution des précipitations qu'on revoit là aussi l'été. Alors, les vagues de chaleur, c'est très marquant. Donc, les vagues de chaleur, donc ce sont toujours, enfin, c'est un peu le même résultat que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, avec des vagues de chaleur très importantes, évidemment très longues, des sécheresses aussi telles qu'on n'a jamais connues. Et donc, en tout cas, donc, tout ça, c'est dans le cas des scénarios émetteurs. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter. Alors, je pense que Laurent Michel reparlera de Paris 2015, mais j'en parle très rapidement. Donc, disons que ces rapports du GIEC, en tout cas, servent je dirais, de socle scientifique aux négociateurs du climat. C'est un peu l'idée. Ces négociateurs du climat se retrouvent chaque année à ce qu'on appelle les conférences des parties. Alors, il y en a 3 qui sont emblématiques. La première de Kyoto, et c'était signé le premier accord de Kyoto sur 2008-2012. Celle de Copenhague, alors, dont on a l'idée que c'est un échec. Alors, pour moi, ce n'est qu'un semi-échec. Alors, l'objectif de Copenhague, c'était de mettre sur pied un accord ambitieux sur la période de 2013-2020. Alors ambitieux parce qu'effectivement, il faut diminuer très rapidement les émissions de gaz à effet de serre, j'y reviendrai. Il y a bien un accord sur 2013-2020, mais il n'y a que l'Europe qui s'y est engagée avec le paquet énergie-climat. Par contre, c'est à partir de Copenhague qu'est entré dans cet accord, puis de Cancun, cet objectif de 2 degrés. C'est-à-dire que quand vous lisez, je pense que vous l'avez fait, la Convention climat, cette idée de bon sens de tout faire pour stabiliser l'effet de serre et donc le climat, l'objectif était qualitatif jusqu'en 2009-2010. Maintenant, on a un objectif chiffré. Et ça change complètement le débat. Dire il faut stabiliser sans se mettre d'objectif est évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Alors à quoi ça correspond rester en dessous de 2 degrés? Eh bien, en gros, on montre dans le dernier rapport du GIEC que la température à stabilisation est pratiquement proportionnelle à la quantité de gaz carbonique qui a été émise, qui va être émise cumulée par nos activités. En gros, on a déjà émis les 2/3 de notre capital, disons, combustible fossile à émettre, à utiliser. Il n'en reste plus que 25 ans au rythme actuel. Voilà, donc ça fait à peu près 20% des réserves, telles que les réserves de combustibles fossiles, telles que c'est un tableau également du GIEC, par souci d'homogénéité. Il y a d'autres chiffres qui circulent sur les réserves de combustibles fossiles. Ça veut aussi dire qu'il faut en gros laisser 80% de ce qui est facilement accessible. Donc ça montre bien le changement de mode de développement dans lequel on doit s'engager. Alors évidemment, on ne va pas faire 25 ans, dans le meilleur des cas, on ne va pas faire 25 ans comme cette année, puis 0 après. Donc les économistes sont un peu plus futés. Alors ils nous disent mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'il faut diviser par 2, voire par 3 à horizon 2050, continuer par la suite jusqu'à avoir des émissions nulles, voire négatives à la fin du siècle. Donc ça revient à ce capital, voilà. Et puis je terminerai en disant que c'est techniquement possible. Économiquement, c'est tout à fait possible également. Ça ne serait perdre qu'une année sur 30 en termes de PIB en moyenne, sans tenir compte des co-bénéfices en termes justement de santé, de tous les bénéfices, parce que il est clair que les désastres climatiques ou le coût des désastres climatiques est aussi très important. Donc même sans compte, même sans tenir compte, si on tient compte à la fois de l'émission des désastres climatiques et je crois de l'amélioration générale de la qualité de vie, il n'y a pas photo. Il faut y aller. Merci beaucoup. Merci. Avant que M. Laurent Michel intervienne, si vous le permettez, d'abord, M. Jouzel, pour vous remercier très sincèrement de nous avoir fait l'amabilité de bousculer votre agenda très chargé pour venir nous exposer ce que risque d'être l'évolution du climat si nous ne nous mobilisons pas suffisamment. J'ai une remarque quand même à faire sur l'exposé que vous nous avez présenté et peut-être une mise en garde. Vous avez parlé de la pollution atmosphérique
comme étant quelque chose qui contrecarre peut-être une vingtaine de pourcents de... C'est ce que me disent les spécialistes. Alors, je crois qu'ils sont dans la salle. Là, je voudrais qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Il ne faudrait pas que certains d'entre nous puissent se dire si l'on ne lutte pas contre la pollution atmosphérique, ben, tant mieux, on va diminuer le réchauffement. Mais ça, je pense que c'est dû à l'effet parasol, hein, qui est, par exemple, les particules soufrées. C'est ce qui avait même amené Paul Crutzen à élaborer de la géo-ingénierie en proposant d'envoyer du soufre dans la stratosphère. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que ces aérosols provoquent un réchauffement des basses couches de l'atmosphère. Ça a été largement prouvé depuis quelques années par Ramanathan, maintenant Robinson. Hein. Et on s'aperçoit même que ce réchauffement dû à ce type de pollution est même équivalent à ce qui est équivalent aux effets produits par le CO2 émis. Donc je pense quand même qu'il faut se dire qu'il y a une synergie à avoir dans les actions de lutte contre la pollution atmosphérique et contre le réchauffement climatique, bien sûr. Certainement, ce n'était pas du tout l'objectif. Bien sûr qu'il faut lutter contre la pollution atmosphérique parce qu'il y a des problèmes de santé. Il y a aussi de la pollution, par exemple. On voit bien que, les neiges de l'Arctique sont un peu plus sales qu'avant, et cette pollution-là provoque un réchauffement, participe à la fonte effectivement, aiderait plutôt à la fonte de l'Arctique. Donc, dans ce cas-là, c'est comme vous l'avez dit, il y a aussi d'autres phénomènes où j'ai été. Mais, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, après avoir donné la parole aux chercheurs, nous allons donner maintenant la parole à l'État, avec Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, Atmo France, RPACA, Air Languedoc-Océan, Air Corse, et aux collectivités locales qui soutiennent au niveau de Marseille, France Métropole et du Conseil général PACA cette manifestation, de m'avoir invité à vous présenter quelques éléments. On va aussi faire écho, d'une part, à tout ce qui a été évoqué ce matin sur les impacts de la pollution de l'air et ce qu'a dit Jean Jouzel sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique. J'articulerai mon intervention en 3 points. Après avoir vu qu'il y avait potentiellement des synergies négatives entre le changement climatique et la pollution, de dire qu'on a, alors ça en termes d'effets, qu'on essaye de développer en France et dans bien d'autres pays par ailleurs, une vision intégrée en termes d'action sur le triptyque air, climat et énergie. Ce sera mon premier point, en l'évoquant à la fois au niveau national et au niveau de la déclinaison territoriale. Je ferai ensuite un deuxième zoom sur où en est-on en France de la qualité de l'air, les tendances et les problèmes. Et puis j'évoquerai, comme Jean Jouzel m'y a invité, la COP 21 avec cet objectif d'un accord mondial fin 2015. Alors commençons donc par la vision intégrée air, climat, énergie. On a effectivement, en termes de lutte contre les émissions atmosphériques, soit de gaz à effet de serre, soit de polluants, une synergie, considérant qu'il y a une synergie forte entre les 3 enjeux, et avec l'enjeu donc aussi de réduire les consommations énergétiques. On peut évidemment penser au domaine du bâtiment, du logement, au domaine des transports. Bien entendu, cela n'est pas toujours simple. On évoque soit des antagonismes, soit des difficultés. On sait par exemple qu'il faut être attentif aux questions des émissions de polluants atmosphériques liées à la combustion de biomasse, mais il y a des voies, si on les anticipe, puisque en encourageant par exemple le renouvellement des appareils de chauffage anciens, en renforçant la réglementation, ce qui a été fait en France sur les grosses installations de combustion, grosses et moyennes installations de combustion en 2013, eh bien, on va réduire les pollutions atmosphériques, mais on va aussi avoir, par exemple, sur les appareils de chauffage, des appareils qui vont être plus efficaces. Donc, globalement, on aura moins de consommation d'énergie. On va pouvoir aussi dégager de la ressource en biomasse qui va pouvoir être utilisée pour d'autres acteurs et donc contribuer au développement de production d'énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet de serre. Donc, on pourrait citer bien d'autres exemples, mais les politiques
nous pensons qu'elles doivent être articulées. Alors, le gouvernement français, depuis quelques années, en particulier depuis les lois Grenelle de 2009 et 2010, a souhaité croiser les approches, en particulier au niveau territorial. Comme vous le savez, ont été introduits deux notions, les schémas régionaux climat, air, énergie et les plans climat-énergie territoriaux, qui doivent permettre de décliner dans l'action concrète au plan territorial cette approche. La première couche, c'est celle des schémas régionaux climat, air, énergie qui ont été élaborés jusqu'à cette année. Le dernier a été approuvé cette année. Donc nous avons 26 schémas aujourd'hui, élaborés conjointement par l'État sous l'égide du préfet de région et les conseils régionaux. Et ces documents sont des documents d'action qui doivent définir les orientations régionales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables, et puis ajoutons aussi d'adaptation au changement climatique. C'est une dimension que nous ne souhaitons pas du tout occulter. Donc nous avons aujourd'hui des schémas approuvés dans toute la France. Des analyses ont été faites, entre autres par l'ADEME, qui nous montrent que ces schémas sont globalement des documents complets qui prennent en compte l'ensemble des enjeux du climat, de l'air et de l'énergie. Alors évidemment, ils ont aussi quelques disparités. On voit que les enjeux relatifs à l'énergie, aux émissions de gaz à effet de serre sont globalement bien approfondis. La qualité de l'air et l'adaptation au changement climatique font l'objet aussi d'un traitement très sérieux. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que peut-être par rapport à des priorités peut-être un peu différentes ou à des difficultés d'ordre technique, ou aussi la nouveauté spécifique et spécificité de l'enjeu de l'adaptation, on peut dire que la qualité de l'air et l'adaptation au changement climatique sont bien traités dans les schémas régionaux, mais parfois de manière un peu juxtaposée, en tout cas moins intégrée que le volet amélioration de l'efficacité énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, énergie renouvelable. Donc ça, c'est un axe de progrès, ce n'est pas une grande difficulté, un axe de progrès, l'intégration globalement de l'ensemble des thématiques. Alors, on a ensuite donc une deuxième étape pour se rapprocher du niveau, on va dire, de l'action quotidienne, c'est les plans climat-énergie territoriaux qui devaient être élaborés par toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, régions, départements, intercommunalités et villes. Ils devaient être élaborés avant le 31 décembre 2012. À ce jour, environ un peu plus de 60% seulement des plans climat-énergie territoriaux obligatoires ont été approuvés. Est-ce un bilan prometteur ou mitigé? Je laisserai chacun juger ce pourcentage, néanmoins légèrement majoritaire. Alors, les étapes suivantes en termes de politique, et toujours sur cette idée de l'intégration des objectifs, le gouvernement souhaite les traduire dans l'actuel projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui vise à intégrer ces objectifs et à donner des objectifs ambitieux et à donner des outils, et en particulier, je vais les évoquer, les outils de planification, mais aussi des outils, par exemple, sur la qualité de l'air. Les objectifs, rapidement, ils portent à la fois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux références 1990, moins 40% en 2030 et moins 75% en horizon 2050. Il y a des objectifs de réduction de la consommation d'énergie. Par rapport à des références 2012, ce serait moins 20% en 2030 et moins 50% en 2050. Et ça, c'est toutes énergies confondues en termes de consommation énergétique finale. Nous avons aussi dans le projet de loi un objectif de réduction des consommations d'énergie fossile, cette fois en consommation d'énergie primaire, de moins 30% en 2030. Dans les corollaires, il y a la diversification et le développement des sources d'énergie renouvelables, avec un objectif partant d'un taux d'environ 15% en 2014, d'avoir 23% d'énergie renouvelable dans toute notre consommation, y compris carburant, et on ne parle pas là d'électricité, on parle global, donc 15% aujourd'hui à peu près, ou un tout petit peu moins, 23% à horizon 2020 et 32% à horizon 2030. Un zoom étant fait dans la loi, comme vous le savez, spécifiquement sur la production d'électricité, où là, on aura la part du nucléaire qui passera d'environ 75% à 50%, ce qui en creux veut dire en gros 40% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Le débat parlementaire a aussi introduit des objectifs en termes d'action par rapport, par exemple, aux bâtiments, puisque l'objectif est de disposer à horizon 2050
d'un ensemble de bâtiments rénovés en fonction des normes bâtiments basse consommation ou assimilés, et en visant un rythme de 500 000 logements rénovés par an, dont la moitié occupée par des ménages aux revenus modestes. Enfin, on pourrait aussi citer des objectifs qui portent sur l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à horizon 2030. Là, dans les outils, il y en a à la fois sur la planification et la gouvernance, il y en a pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique de manière générale et dans les bâtiments, sur les transports et la qualité de l'air, sur l'économie circulaire, réduction de la production de déchets, valorisation, et aussi tout ce qui sont les questions d'obsolescence programmée par exemple, et plus globalement d'économie de matière. Il y en a enfin sur la sûreté nucléaire. J'évoquerai la planification pour dire que d'une part, j'y reviendrai, il y a un complément apporté et des modifications apportées à l'action territoriale, mais il y a aussi la mise en perspective un peu différente de l'action nationale avec la définition tout d'abord d'un ensemble qu'on appelle les budgets carbone et la stratégie nationale de développement bas carbone qui devra tracer sur des périodes successives de 15 ans avec une révision tous les 5 ans, donc un paquet de 15 ans, puis tous les 5 ans on prend les 10 dernières années, on en rajoute 5 et ainsi de suite. Donc on tracera les objectifs de réduction et aussi les orientations sectorielles. Le projet de loi demande que la première stratégie nationale de développement bas carbone soit élaborée avant le 15 octobre 2000, avant octobre 2015. Sera corrélée à cette stratégie une programmation pluriannuelle de l'énergie qui visera pour toutes les énergies à intégrer une vision d'ensemble sur la maîtrise de la demande, la production donc avec le développement des énergies renouvelables, mais aussi les volets sécurité d'approvisionnement, compétitivité, lutte contre la précarité énergétique et aussi impact sur l'environnement, dont pollution atmosphérique. La loi introduit un concept que nous avions connu au début des années 2000, mais qu'on consacre par la loi, le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, le PREPA, qui devra être approuvé aussi d'ici fin 2015, d'ailleurs la programmation pluriannuelle de l'énergie aussi. Le PREPA vise la baisse de la pollution de fond en moyenne, il traitera de réduction des émissions globales nationales dans tous les secteurs d'activité. Nous lançons actuellement pour tous ces exercices les travaux d'élaboration. Au niveau territorial, le schéma régional climat, air, énergie est un outil que la loi ne modifie pas. Je reviendrai sur le fait qu'il va un peu évoluer dans le cadre des lois sur la décentralisation. Ce qui change un petit peu, c'est le niveau territorial infra avec l'évolution des plans climat-énergie territoriaux. Tout d'abord, ils vont devenir plans climat, air, énergie territoriaux. Et par ailleurs, on souhaiterait qu'ils soient élaborés sur tout le territoire par toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Et par contre, pour le coup, on supprimerait les doublons, c'est-à-dire que quand une commune qui aujourd'hui fait 50 000 habitants, elle doit faire à la fois son PCET et son intercommunalité aussi, là on supprimerait ce doublon. De même, il ne serait plus obligatoire pour les conseils généraux de faire un PCET. Rien n'interdit de faire ce qui n'est pas obligatoire, mais ce ne serait plus obligatoire. Et après, chacun s'organisera comme il le veut dans les territoires, mais ça faisait peut-être beaucoup de documents à intégrer les uns par rapport aux autres. Par ailleurs, donc, dans les zones soumises à plan de protection de l'atmosphère ou quand les collectivités ont une compétence en matière d'air, le PCET intégrera l'air, ce sera donc plan climat, air, énergie territoriale. Rappelons en effet que depuis, entre autres, la loi sur la modernisation de l'action publique et l'action des métropoles, les métropoles et les communautés urbaines sont compétentes en matière de lutte contre la pollution de l'air et les communautés d'agglomération peuvent prendre cette compétence de manière optionnelle. Aujourd'hui, cette compétence n'est cependant pas assortie de documents de planification ou de plan d'action opérationnel. Et donc, on peut se dire que dans un contexte où les collectivités ont des leviers importants d'action, il est à nouveau, en se disant qu'on vise à intégrer l'approche climat, air, énergie, utile de dire plutôt que les collectivités fassent des documents ad hoc sur l'air dans le cadre de leurs compétences, qu'il y ait dès la réflexion du plan climat territorial une vision air. Et donc ça nous permettra, nous pensons aussi, de valoriser et de faire connaître les actions menées dans les territoires. Et les intercommunalités pourront donc à ce niveau-là se saisir vraiment de l'ensemble des objectifs et enjeux du schéma régional climat, air, énergie.
Dans le cadre des lois de décentralisation, il y a donc la loi MAPAM, c'est métropole, et il y a la loi sur la nouvelle organisation du territoire de la République qui fait l'objet de débats. Je ne reviendrai pas sur 13, 14 ou 15 régions, mais je rappellerai qu'on aura donc finalement un concept avec le chef de fila de la région sur les thématiques climat, air, énergie, et la région qui élaborera le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans le cadre, si le texte va jusqu'au bout tel qu'il est conçu, du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, et donc les EPCI à fiscalité propre qui élaboreront les plans climat, air, énergie territoriaux. Pour finir sur le projet de loi sur la transition énergétique, sans détailler toutes les mesures sectorielles, je voudrais indiquer que des mesures spécifiques sont prévues sur la qualité de l'air dans le titre 3 qui traite des transports et de la qualité de l'air. Outre l'élaboration du prépa, on a des dispositions tendant à favoriser la mutation du parc de véhicules tant automobiles que lourds vers les véhicules propres, dispositions à la fois dans la loi et dans les lois de finances avec par exemple le renforcement des incitations à l'achat de véhicules propres électriques, voire aussi des primes de conversion qui sont en train d'être calées par rapport aux vieux véhicules diesel. Il y a dans la loi une obligation qui amplifie les obligations introduites par la loi LOR en 1996 de renouvellement des flottes de véhicules. Donc, pour les véhicules légers, l'État devra acheter 50% de véhicules propres, les collectivités 20%, et les amendements parlementaires ont introduit une obligation à hauteur de 10% pour les flottes de taxis et les sociétés de location. Il y aura bien entendu des décrets d'application, en particulier un décret qui passionnera sûrement tout le secteur, tant de la qualité de l'air que de l'automobile, sur la définition du véhicule propre, qui comprendra les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables, et là on aura des seuils à fixer, des véhicules en dessous de certains seuils d'émissions pour à la fois les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Des dispositions aussi sont prévues pour demander au secteur de la grande distribution de présenter des plans d'action pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Des dispositions vont permettre de clarifier et d'inciter au développement des moyens de transport moins émetteurs, vélo avec le principe d'indemnité kilométrique, par exemple, covoiturage, ou des dispositions pour faciliter certains modes de transport en commun au niveau de la simplification des procédures. Par ailleurs, les maires auront la possibilité de réserver l'accès de certains quartiers aux véhicules les plus propres. C'est le concept de zone de circulation restreinte. Enfin, dans la planification, en essayant de faire que ça soit opérationnel et non pas juste une contrainte plaquée, les documents de planification en matière d'urbanisme devront s'inscrire dans des liens de compatibilité vis-à-vis des documents sur la qualité de l'air, et les plans de déplacement urbain seront généralisés. Les plans de déplacement d'entreprise aussi seront aussi créés, des plans de mobilité rurale. Quelques mots, en essayant sûrement d'accélérer sur la qualité de l'air en France, de dire dans cette deuxième partie que nous avons publié le 28 octobre dernier le bilan national de la qualité de l'air avec les données 2013, dont de nombreux producteurs sont dans la salle. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on confirme les tendances d'une légère amélioration par rapport aux années précédentes et une poursuite des tendances 2000-2013, avec évidemment les fortes baisses sur le SO2, une baisse d'en gros, si on prend une valeur moyenne annuelle, pour les oxydes d'azote particules de moins 20%, baisse de moins 20% depuis 2000. Par contre, on est plutôt en légère hausse et maintenant stagnation sur l'ozone. Ça, c'est la moyenne nationale. En 2013, et en mettant tout de suite un bémol, c'est qu'il faut être prudent sur les interprétations de comparaison d'une année à l'autre avec les facteurs météorologiques, on peut néanmoins constater que quand on regarde les sites de surveillance du territoire en termes de particules fines, on avait 90% de sites conformes en 2012, on en a 95% en 2013, mais on a encore 7 sites hors normes situés, entre autres, principalement à proximité du trafic, et nous avons quand même un certain nombre d'unités urbaines de plus de 100 000 habitants qui ont 35 dépassements de jours de dépassement de la valeur journalière en PM10, et un certain nombre ne sont pas loin d'ici, puisqu'on avons entre autres Marseille, Aix-en-Provence, mais aussi Paris, Grenoble, Strasbourg, Creil, Lyon et Fort-de-France et le Robert en Martinique. PACA était aussi concerné, mais seulement en 2012, par Toulouse, Avignon et Nice. 2013 n'ont pas dépassé
ces seuils de 35 jours de dépassement. Par contre, globalement, en 2013, le pourcentage d'agglomération de plus de 100 000 habitants où un site de mesure dépasse la valeur limite annuelle en dioxyde d'azote est stable, 32% en 2013, 34% en 2012, donc c'est stable. Quelques épisodes, un épisode ozone, un épisode dioxyde d'azote, 3 épisodes importants pour les pollutions aux particules fines. Donc un bilan de la qualité de l'air qui a marqué une légère tendance à l'amélioration, mais je redirais qu'il y a bien entendu les quantités émises dans l'atmosphère qui comptent, mais aussi les conditions météorologiques et leur lien avec la dispersion des polluants, ou les incitations ou pas à la recombinaison formation secondaire. Néanmoins, ceci ne doit pas nous faire oublier que nous ne respectons pas les valeurs limites européennes dans une quinzaine de zones, principalement des agglomérations en France. Et sur ces zones, 11 sont visées par des procédures contentieuses. Et le gouvernement et les collectivités ont souhaité accélérer l'action dans ces zones. Et puisque déjà, justement, de nouveaux plans de protection de l'atmosphère PPA ont été approuvés dans toutes ces zones. Néanmoins, nous devons prouver à la Commission européenne que non seulement nous avons des plans, mais qu'ils apportent des résultats. Nous sommes, depuis 2013, sous le coup de ce qu'on appelle une mise en demeure complémentaire, la Commission européenne ayant élargi les griefs, considérant que, on ne se conforme pas au niveau réglementaire en termes de particules et que nos plans d'action ne répondaient pas aux ambitions de la directive. C'est ce qu'elle dit en 2013, c'est ce que nous tentons de faire et de prouver le contraire, entre autres, avec d'une part les plans nationaux, comme le plan d'urgence sur la qualité de l'air approuvé en 2013, et les PPA approuvés l'année dernière ou cette année. Et le prépa qu'on va travailler sera évidemment une grille complémentaire. J'ajouterais, cela ne doit ni nous réjouir ni nous rassurer que, par ailleurs, 17 États membres sont visés par une procédure contentieuse. Il y a les États, entre des États du pourtour méditerranéen, comme la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, mais aussi des États plus nordiques. Si on parle beaucoup des particules, parce qu'on a ces dépassements et que leur impact a été fortement documenté, n'oublions pas que les oxydes d'azote aussi ont un impact. Et chaque année, nous avons des dépassements de ces valeurs limites pour le NO2, entré en vigueur en 2010. Et donc, une procédure dite EU pilote, qui est une procédure de demande d'information, de renseignement, a été lancée sur 15 zones en France par la Commission européenne qui nous demande ce qu'il en est, expliquer les valeurs et les plans d'action. C'est pour ça que les PPA, bien sûr, ne sont pas que des plans anti-particules. De même, la Commission européenne nous interroge sur nos émissions globales d'oxyde d'azote, où on dépasse le plafond national 2010, mais nous estimons que, en fait, depuis 2011, si on prend en compte des changements de méthodologie, nous sommes globalement dans les clous. Troisième et dernier point, sur le climat et en élargissant donc au champ international les enjeux de la conférence des parties dite COP21 à Paris en 2015 et notre mobilisation collective. Globalement, la France s'est engagée pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par rapport à 1990, nos émissions ont baissé de 12%. Nous respectons largement nos engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto. Nous atteindrons les objectifs donc pour 2020 avec la loi que j'ai évoquée. On essaye d'amplifier cette dynamique, mais c'est un effort collectif. La France, 1% des émissions mondiales, l'Union européenne, 10%, l'ensemble des parties prenantes à la seconde période du protocole de Kyoto, 14%. Donc seule une action concertée de l'ensemble des acteurs permettra d'atténuer les effets du changement climatique par la politique d'atténuation et aussi celle d'adaptation. Donc la France a souhaité s'engager résolument dans le processus de négociation internationale en accueillant, entre autres, la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique de décembre 2015, l'idée étant d'aboutir à un accord international applicable à tous et ambitieux. Cela se fera, entre autres, sur la base des engagements des États. La COP de Varsovie a invité l'année dernière les États à déposer d'ici mars 2015 leur contribution. L'adoption du paquet énergie-climat par l'Europe le mois dernier sera la pierre de la contribution européenne.
vous pouvez voir encore très récemment que divers pays font des annonces et des pas et des conceptions, conceptuelles et pratiques importants vers aussi l'annonce de leur contribution. Je souhaite indiquer que par ailleurs, la France, comme un certain nombre d'autres pays ou de groupements de pays, souhaite aussi promouvoir une approche positive de la négociation en mettant l'accent sur le partage des solutions, ce qui a pu être appelé l'agenda des solutions, en valorisant et encourageant les initiatives concrètes des acteurs non gouvernementaux, complémentaires, non pas en substitution, mais bien complémentaires à l'accord intergouvernemental. Ce sont les initiatives des collectivités locales, des entreprises, du monde non gouvernemental. Donc, par exemple, les collectivités sont incitées à encourager à préparer des contributions régionales ou municipales, si possible, calées sur les calendriers des contributions nationales. Et donc, il est important, et d'ailleurs votre cadre de réflexion méditerranéen aujourd'hui peut en être un, que cela ne se fasse pas chacun dans son coin, mais dans le cadre d'initiatives thématiques et internationales. Ainsi, une trentaine d'initiatives ont été présentées lors du récent sommet climat organisé par le secrétaire général de l'ONU à New York en septembre dernier, avec des thématiques telles que la ville durable, les transports, la résilience aux impacts du changement climatique ou les énergies renouvelables. On a des réseaux qui sont très actifs, comme des réseaux de maires, des réseaux de régions, qui sont sûrement, pour les acteurs français et des différents pays, un moyen de mettre en commun les initiatives et de les porter. Par exemple, un sommet mondial des régions pour le climat a eu lieu au mois d'octobre à Paris. On pourrait se dire aussi, par exemple, dans le cadre de la Méditerranée, il y avait eu des déclarations de l'Union pour la Méditerranée à Strasbourg sur les villes durables et à Athènes sur le climat en 2014. Je pense que cela pourrait servir de socle à une initiative méditerranéenne des villes, par exemple. Pour ce qui est strictement, là, après être parti à la Méditerranée en passant par New York, pour ce qui est strictement de la France, pour associer et mobiliser les parties prenantes non gouvernementales dans la perspective de la COP 21. Une dynamique a été mise en place. Madame Marie-Hélène Aubert, conseillère du président de la République pour les négociations internationales climat-environnement, coordonne l'ensemble de ces actions en direction de la société civile sous l'égide d'un comité de pilotage interministériel. Ce sujet sera aussi évoqué lors de la prochaine conférence environnementale qui a lieu la semaine prochaine, et un certain nombre de concertations sont organisées avec les collectivités territoriales et la société civile. Le gouvernement a un processus de labellisation dit COP21 des projets par la société civile. Ça permettra aux porteurs de projets de un soutien institutionnel, et il y a même, chose rare par les temps qui courent, une procédure interministérielle de soutien financier. 10 projets ont déjà retenu un soutien financier, mais au-delà des soutiens financiers, aussi des soutiens méthodologiques, des guides d'information, par exemple, ont été mis en ligne et sont réactualisés. Il y aura aussi des outils pour faire connaître les actions, telles que des plateformes collaboratives où les porteurs de projets pourront présenter leurs initiatives et des kits pédagogiques. Donc, aussi au niveau franco-français, des outils pour faire émerger ces actions. Pour finir sur la Méditerranée, je dirais aussi que la révision de la stratégie méditerranéenne de développement durable, dans le cadre de ce qu'on appelle la Convention de Barcelone, a identifié le climat comme un des points de la nouvelle stratégie pour la Méditerranée. Un groupe de travail ad hoc a été créé sur ce thème, et l'objectif est de préparer d'ici la fin de l'année une feuille de route climat qui sera soumise à consultation publique au premier trimestre 2015 en vue de son adoption finale courant 2015. Je crois que même si il n'est pas toujours simple de se coordonner et qu'il y a par ailleurs de nombreuses instances de coordination, cette approche méditerranéenne est importante. Prendre en compte le climat au niveau méditerranéen, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir aussi en vue de la COP 21. Moi, je m'en arrêterai là, j'espère respecter le timing. Oui, merci beaucoup. Monsieur Jean Jouzel, malheureusement, a dû nous quitter. Donc, on va essayer maintenant la séance de questions d'être, si possible, de la raccourcir un petit peu. Si vous avez des questions, c'est le moment.
Jean Reynaud, des Amis de la Terre. Je trouve que je suis ici. Voilà. Oui, je trouve que dans votre discours, il y a une certaine dichotomie entre les plans globaux dont vous avez parlé et les autorisations locales qui sont réalisées dans la réalité. Pour exemple, je vous citerai le cas d'Éon à Gardanne, cette centrale de biomasse qui fait l'objet d'opposition de la part d'un certain nombre d'élus du parc régional du Luberon, d'opposition aussi, il y a eu une motion au conseil régional à ce sujet, et qui fait l'objet de recours d'un certain nombre d'associations, dont FNE et les Amis de la Terre que je représente. Et cette autorisation qui a été délivrée à la suite des études proposées par la société et suivie par la DREAL, et qui a donné son accord en se basant uniquement, bien entendu, sur des normes de rejet de pollution par rapport aux quantités qui étaient traitées. Et de plus, sans prendre en compte l'impact qu'on pouvait avoir au niveau de la déforestation et l'impact sur l'air aussi en même temps, et déforestation qui n'était pas lieu que aux alentours de l'usine, mais dans des départements voisins, et y compris dans les Bouches-du-Rhône. Alors, chaque fois que l'on fera un plan global où on dira qu'il ne faut pas dépasser une certaine quantité de pollution dans l'air, et que, parallèlement, on va autoriser des normes de rejet par rapport à des quantités produites, on n'aura jamais la possibilité d'arriver à améliorer véritablement la qualité de l'air. Alors, comment comptez-vous procéder pour pouvoir faire en sorte que cette liaison puisse avoir lieu dans les faits? Merci. C'est un projet célébrissime. Je n'avais pas révisé en venant. J'aurais dû me douter que j'étais à Marseille, qu'on me parlerait d'Éon Gardanne. Mais il y a plusieurs... Oui, non, mais c'est quand même le plus gros, donc vu du niveau national. Il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord la question d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement d'une unité, quelle qu'elle soit, qu'elle brûle du bois, du charbon, du gaz, que ce soit une chaudière ou une usine ou autre. Ça, il y a un double cadre qui est un cadre européen et national d'arrêtés ministériels qui définissent pour les installations nouvelles, et celle-là en est une, même si c'est le revamping d'une installation existante, qui doit respecter les normes d'installation nouvelles, doit respecter un standard minimum de haut niveau. Par ailleurs, il y a l'étude d'impact local pour considérer que les rejets additionnels n'apportent pas une détérioration trop importante par rapport au niveau de qualité de l'air ambiant, en comparant par rapport à une situation de référence. Même là, on peut se poser des questions, est-ce qu'on compare par rapport à la centrale qui était avant, que l'on arrête ou pas? Tout ça peut permettre de comparer des scénarios, mais ce qui permet, dans l'autorisation installation classée, de durcir en tant que de besoin, si c'était jugé nécessaire, les normes applicables à telle ou telle installation, au-delà donc de l'orientation européenne et nationale. Donc ça, c'est un premier cadre. Après, j'imagine que ça a été fortement regardé dans le cadre de l'autorisation de la centrale. Il y a un deuxième sujet qui illustre aussi, dans votre question, qui illustre la complexité à la fois conceptuelle, mais aussi en termes des outils de gestion pour les acteurs, de la problématique climat, énergie et mobilisation. Spécifiquement, question de la mobilisation de la biomasse. Il est plutôt bon de remplacer des chaudières thermiques conventionnelles par des chaudières biomasse. Encore faut-il que l'on effectivement s'appuie sur une ressource en biomasse durable, et que par ailleurs, comme en plus on n'utilise pas la biomasse bois que pour l'énergie, en plus on ne crée pas de conflit d'usage pour les autres usagers, soit autres installations de combustion, soit papeterie, soit industrie de l'ameublement. C'est des éléments qui sont, entre autres,
Là, regardez du côté de la politique énergétique, quand on faisait maintenant, pour l'instant on n'en fait plus, des appels d'offres pour faire de la production d'électricité à partir de biomasse, ou quand l'ADEME soutient des installations de chauffage renouvelables, ces éléments sont à prendre en compte. On peut, disons, considérer, sans revenir dans l'histoire d'une décision prise par un gouvernement d'une autre majorité, que l'exemple de E.ON Gardan n'était pas le plus évident de ce point de vue-là comme un exemple d'anticipation des conflits d'usage potentiels. Ce qui a été fait du côté des pouvoirs publics et qui ont fait demande à l'entreprise qui a travaillé sur le sujet, c'est de voir comment améliorer cet impact sur la biomasse, parce qu'effectivement, il y en a d'autres installations en France, moins grosses, mais il y en a d'autres où on a ce genre de questions. Enfin, je n'ai pas d'en stigmatiser une spécifiquement. On en voit aussi dans des pays voisins de la France, pas près d'ici. C'était hier des grosses centrales en Belgique. Bon, il y a des problématiques. Donc, il a été demandé par les ministres de l'Environnement et de l'Énergie successifs, encore récemment par Madame Royal, au préfet et aux dirigeants de l'entreprise, de regarder cette question pour faire évoluer les plans d'approvisionnement et les articuler avec la ressource locale. La position de la ministre est à ce jour réservée justement aux dernières informations qui doivent lui être remontées sur ce sujet. Je m'en arrêterai là pour finir en disant que d'une part, on a une autorisation au niveau des installations classées pour la protection de l'environnement qui, par le cadre légal, permet de bien gérer l'impact pollution atmosphérique locale, qui par contre n'est pas un outil de gestion en opportunité économique. Les stations classées ne vous permettent pas de dire ça j'aime pas, pour une raison de politique énergétique ou climatique ou autre, ça j'aime pas, donc je prends pas. Et donc il faut qu'on ait un autre outil, et ça c'est par la gestion des plans d'approvisionnement et entre autres des soutiens, puisque les soutiens publics, que ce soit le fonds chaleur ou les tarifs d'achat, eux, sont nécessaires pour ce type d'installation. C'est là, dans les outils de politique énergétique et climatique, qu'on doit le prendre en compte, et ce n'est pas toujours simple, et on l'a vu d'ailleurs dans d'autres régions. Une autre question peut-être ? Plus de questions, alors on peut passer. Oui, bonjour. Richard Ardouin, président du collectif Anti-Nuisance L2. J'aurais deux questions sur lesquelles j'aimerais avoir des réponses. Donc, on a un problème récurrent à Marseille sur la pollution de l'air liée au brûlage résidentiel. C'est interdit par la loi. Bon, première question, pourquoi la loi n'est pas appliquée ? Deuxième question, la pollution de l'air fait l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère avec des plans d'action. Je me pose des questions parce que, notamment pour au niveau de la L2, de la 507, l'industriel dit qu'il est engagé par le contrat et pas par la loi. Or, l'État ne se dote pas des moyens de contrôler la pollution qui va être générée par cette autoroute. Voilà. Donc pourquoi y a-t-il tant de difficultés à mettre en place des stations de mesure pour véritablement mettre sous contrôle ce que va faire l'industriel? J'ai un peu de mal à répondre sur les questions de Marseille, les ayant encore moins révisées que Gardan, n'étant pas compétent. Sur la question, votre première question est plus générale sur effectivement le brûlage des déchets verts en résidentiel, voire dans certaines activités, ou même le brûlage des déchets de bois par les activités. C'est effectivement polluant. Par ailleurs, c'est potentiellement une perte de ressources énergétiques qu'on peut essayer de mieux valoriser ailleurs si on arrive à la porter en déchetterie. Je pense, quand même, je ne serais pas aussi pessimiste que vous, c'est une prise de conscience de ces dernières années. Moi, je commence à être un peu ancien dans le domaine de la qualité de l'air, en étant occupé par Eclipse pendant N années. C'était une problématique qu'on n'entendait pas il y a quelques années, et y compris de dire que le brûlage dans son jardin, c'était pas bien. Tout le monde vous rigolait doucement au nez. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est une première étape. Il y a des études qui l'ont montré. Les scientifiques dans la salle pourraient les commenter mieux que moi, qui ont montré l'impact que ça peut représenter sur une zone, voire sur des mégazones, quand vraiment c'est généralisé. Il s'agit après de coupler très probablement la sensibilisation et l'information avec un peu de contrôle. On est clairement quand même là dans le contrôle du diffus. C'est tout un chacun. C'est
plutôt des questions en général de police municipale, ce n'est pas tant de la police d'État. Je suis néanmoins pas sûr que la police municipale, mais, enfin, au sens non pas des policiers municipaux, mais du pouvoir de police du maire peut être exercé par plusieurs agents municipaux et les moyens non plus de passer chez tout le monde. Ce qu'on peut voir, c'est que dans un certain nombre de régions, je ne sais pas ce qu'il en est ici, justement, les plans de protection de l'atmosphère non seulement rappellent cette interdiction, mais déploient des campagnes d'information. Et je pense qu'il n'est pas non plus inutile, malgré tout, même si on ne peut pas passer partout, de faire quelques actions de contrôle. Alors, ensuite, votre deuxième question, je n'ai pas trop saisi si elle concernait un industriel ou une autoroute, ou les deux. Autoroute urbaine. Pour finaliser l'autoroute A507, dite L2, l'État a procédé par PPP. Donc, et à partir de là, le propriétaire, c'est Bouygues, SRL2. Donc, il a des contraintes dans son contrat de respect de la loi. Ce contrat est très bien fait. Or, pour veiller au respect de ce contrat, c'est quasiment l'industriel qui s'autocontrôle. Et on a beaucoup de difficultés à poser un contrôle indépendant. Donc, les collectivités territoriales, qui sont la région, le département et la communauté urbaine, sont d'accord sur ce principe. Mais un des partenaires, qui est l'État, semble mettre une certaine résistance à ce que se mettent en place ces contrôles indépendants. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de contrôle de niveau de la pollution de l'air ou d'autres choses par rapport à d'autres dispositifs. Pollution de l'air. Oui, mais est-ce que c'est mesurer la pollution de l'air à proximité de cette autoroute ou mesurer d'autres éléments? Je ne répondrai pas à la place du préfet des Bouches-du-Rhône et des collectivités sur ne connaissant pas le dossier, très sincèrement. La réponse usuelle, c'est que le préfet représente l'État dans toutes ses composantes, en région et dans le département, et qu'il faut vous adresser à lui. J'imagine néanmoins que si quelque chose est prévu tant dans des contrats qu'au-delà par la loi, ça va arriver. Je ne saurais pas vous en dire plus, très sincèrement. Je pense qu'on va arrêter la séance de questions parce qu'on a pris pas mal de retard. Je pense qu'on peut remercier M. Michel d'avoir participé à ces intéressants échanges. Est arrivé maintenant le moment de faire la synthèse de la matinée. Et pour cela, on va recevoir M. Gilles Pipien, inspecteur général du développement durable et du ministère de l'écologie. Alors, comme vous avez faim, on va aller vite. Néanmoins, et sans paraphraser tout ce qui a été dit, il y a un certain nombre de points clés que j'ai entendus, en commençant par le projet Charmex et les chercheurs. Ce qui est clair, c'est que la pollution de l'air, c'est compliqué et qu'il faut faire un certain nombre de mesures approfondies. Compliqué parce qu'il y a effectivement une pollution de l'air, comment dirais-je, naturelle. On l'a vu avec l'air du Sahara, l'air désertique, mais aussi très clairement une pollution de l'air anthropique. Et c'est là où le laboratoire de chimie et d'environnement de M. Marchand nous a montré les enchaînements et a commencé à nous donner une odeur, pour ne pas faire un jeu de mots, avec les questions de santé. Nous y reviendrons tout à l'heure en disant c'est pas que quand ça sort du pot d'échappement qu'il y a quelque chose. Et ce qui était intéressant, c'est son graphique quand il disait on explique 15% qui viennent des voitures, 5% qui viennent de l'industrie, puis le reste, on ne sait pas. Et en fait, il nous a bien montré qu'on savait. C'est quand même clairement les automobiles, les véhicules qui posent question en termes de pollution de l'air. L'OMS, qui nous a donné une vision internationale, a abordé un sujet qui a été peu abordé, qui est celui tout simplement des inégalités vis-à-vis tout simplement des agressions de l'environnement. Très clairement, il nous a montré une équation simple: pauvreté égale pollution maximale et problèmes de santé maximaux. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait qu'on ait en tête, et il n'y a sûrement pas qu'en Égypte et en Jordanie que la question se pose. Il nous a clairement aussi commencé à nous donner des chiffres. On parle quand même, en termes de santé liés à la pollution de l'air, en centaines de milliers de décès prématurés, sans parler des millions donc de malades. Et c'est là où l'INVS a été encore plus précis. C'est vrai que la pollution de l'air, ce n'est pas simplement quand ça sent pas bon à un moment donné ou qu'on n'y voit pas clair,
ce n'est pas que des pics de pollution, et à ce moment-là, il n'y a qu'à changer les plaques d'immatriculation pour être tranquille. On est quand même sur quelque chose de chronique. J'ai envie de dire, non seulement la pollution de l'air rend malade, mais elle rend très malade. Et elle est allée plus loin avec quelques chiffres aussi en disant, mais la pollution de l'air, elle tue. Elle tue non seulement à court terme, mais elle tue à long terme. Et plus ici, d'ailleurs, j'ai compris, en Méditerranée qu'ailleurs, et elle nous a donné un outil, et je vais y revenir aussi tout à l'heure, pour mieux agir au niveau local. Il s'agit non seulement d'avoir une vision sur l'ensemble de la Méditerranée, mais très clairement de se donner des outils de compréhension de ce qui se passe à un niveau local, avec son évaluation d'impact sanitaire qui permet de commencer à faire des corrélations concrètes à un endroit donné entre la santé et notre environnement. En termes économiques, on a commencé à avoir un certain nombre d'éléments. J'ai envie de dire que de manière simple, en résumé, ça coûte et ça coûte plus qu'on ne croit. Par ces temps où on essaye de rechercher quelques économies, ça mériterait analyse. Je vous redonnerai quelques chiffres tout à l'heure. L'intervention de M. Jouzel, qui a fait bondir notre président bien-aimé, effectivement pose question. Elle nous dit clairement qu'effectivement, le réchauffement climatique est sans équivoque et sans précédent, mais effectivement nous a fait bondir en disant « mais la pollution peut aider ». Le lien entre changement climatique et pollution, soit sur l'Afrique, on ne sait pas, soit c'est compliqué sur l'Europe. Et il nous a quand même donné, sur l'un de ces transparents, un élément de réponse quand même clair. Les gaz à effet de serre viennent d'où? Il nous l'a clairement mis dans un schéma, du pétrole, du gaz et du charbon. Donc le lien, il n'est peut-être pas de cause à effet, mais il est clairement le même dans les conséquences. Ce qu'il nous a quand même dit, c'est que oui, on peut agir et on peut le faire, et ça urge, et on y reviendra. Et M. Michel nous a clairement indiqué que ça commence bien sûr par l'action de l'État, l'action nationale, par des lois, par des plans, mais ça donne quelques résultats. Il nous a dit ça va un peu mieux, mais il y a encore des cas, et pas n'importe quel cas, des cas graves dans un certain nombre de points. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a évoqué pour la prochaine conférence, ce prochain rendez-vous qu'on attend tous en disant « Ah, les chefs d'État vont nous sauver ». Non, nous dit-il, et je pense que c'est intéressant cette proposition de la ministre actuelle, de dire il faut partager des solutions non pas des États, mais des différents acteurs, des collectivités territoriales, et je crois que ce point est important. N'attendons pas de la prochaine conférence du climat, de la prochaine conférence de ceci ou de cela, des solutions qui vont nous régler le problème de la pollution à côté de chez nous. Tout a été démontré par les différents intervenants, nous nous polluons nous-mêmes. Ce n'est pas simplement que le pot d'échappement sort du gaz pour le gars qui est derrière, mais c'est qu'il y a celui qui est devant moi qui me pollue. Et quelques mesures de pollution intérieure des véhicules pourraient vous donner quelques éléments de réflexion. Oui, en Méditerranée, la pollution de l'air est un problème commun, c'est ce que le programme Charmex a montré, mais c'est aussi une succession de problèmes similaires. C'est ce que M. Marchand nous a montré avec ses cartes, et notamment, bien entendu, les pollutions urbaines. Ce que M. Malkawi ne nous a pas dit, et je vais donc reprendre des chiffres qu'il aurait pu vous montrer. L'OMS indique clairement que dans le sud et l'est de la Méditerranée, les questions de santé liées à l'environnement touchent tout simplement 25% des décès et des malades. C'est-à-dire que la moitié sont dues à la pollution de l'air, une autre partie aux pollutions de l'eau, une autre partie aux déchets. Ce qui veut dire clairement que c'est un enjeu de santé publique majeur. On a rappelé les chiffres en France, je vais vous donner le coût puisqu'on a évoqué de l'économie. La Commission nationale des comptes de l'environnement en 2012 a indiqué que le coût en France de la pollution de l'air était de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros. Je vous rappelle que le déficit de l'État est de l'ordre de 70 milliards par an, le déficit de la sécurité sociale de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros par an. On est quand même dans des chiffres similaires et les rentrées de la TIPP tournent autour de 13 milliards d'euros par an. Je laisse ces chiffres pour vous permettre de réfléchir à ces questions. Ce qui a été évoqué aussi, c'est de manière un peu ponctuelle l'enjeu d'interdisciplinarité dans les recherches
et l'enjeu interministériel. Et là, je vais me référer à ce qu'avec M. Malkawi, nous avons organisé en 2010 dans un séminaire où on avait réuni des acteurs de l'ensemble du pourtour de la Méditerranée autour de cette question santé, environnement, pollution de l'air. Ce qui était intéressant, c'est que avec toutes les invitations que nous avions envoyées, on avait des représentants de tous les ministères de la Santé du pourtour méditerranéen. On avait des représentants des ministères de l'Environnement, de tout le pourtour méditerranéen. Ce qui a été intéressant, c'est la discussion. Moi, ministère de la Santé, je vois mes malades et je vois les conséquences. Moi, ministère de l'Environnement, je vois les niveaux de pollution. Mais étaient absents dans la salle, tout simplement les ministères des Transports et les ministères de l'Industrie. Oui, c'est interdisciplinaire. On constate, après beaucoup de temps, les conséquences sur la santé humaine. Il a fallu du temps quand même. On voit, grâce aux analyses de la pollution de l'air, pourquoi et dans quel état c'est, mais la réponse, elle n'est ni dans les ministères de l'Environnement, ni dans les ministères de la Santé, elle est clairement ailleurs. Et c'est l'un des sujets sur lequel j'attire votre attention. Non seulement ça suppose de travailler tous ensemble, mais ça veut dire que l'un des meilleurs endroits pour travailler tous ensemble, c'est l'action locale. C'est au niveau local et territorial qu'on va pouvoir voir les conséquences effectives, non seulement sur les malades dans mon hôpital, dans ma ville, non seulement sur la pollution de l'air dans ma ville, mais concrètement sur les conséquences des actions que je peux faire. Et on peut faire des choses. Et la Méditerranée peut nous donner des exemples. J'ai entendu évoquer les 10% éventuels dans les flottes de taxis. Puis-je me permettre de rappeler aux représentants du ministère de l'écologie français que c'est le ministère des Finances de l'Égypte, en pleine révolution, qui a réussi en 3 ans à remplacer 100% des moteurs de taxi du Caire de moteurs thermiques en moteurs à gaz. 100% en 4 ans, malgré les révolutions et les difficultés, avec tout un système d'aide financière, d'accompagnement, etc. Donc si le Caire l'a fait, prenons l'exemple aussi de Barcelone, puisque nous sommes dans une ville portuaire. À Barcelone, il y a une décision relativement forte qui a été prise. Eh bien, les bateaux, les paquebots, les cargos qui sont ancrés dans le port au cœur de la ville ne doivent plus utiliser leurs moteurs. Donc on a mis à leur disposition de l'énergie électrique et immédiatement on a eu une baisse du taux fort de pollution. Deuxième démarche intéressante à Barcelone, ça a été de se dire c'est bien de travailler sur l'ensemble de la ville, essayons de travailler quartier par quartier, manzanas par manzanas, îlot par îlot. Et grâce à cela, ils ont pu bien localiser les différentes actions parce qu'ils ont pu repérer les différents éléments de pollution, les différents acteurs, et ensemble, comme chacun voyait le résultat direct de son action, il pouvait agir. Et l'un des éléments importants a été, et je reviens à l'excellente évocation de l'INVS, une cartographie, ce que les spécialistes appellent une épidémiologie territorialisée, la capacité de voir concrètement les corrélations à un niveau local. Donc, si je reviens sur la question changement climatique, air, énergie, où justement M. Michel nous a bien montré que la planification en France, enfin, en est arrivée à allier le tout, que ce soit au niveau national et au niveau local. J'ai envie de dire, le vrai sujet, c'est que oui, on peut changer d'énergie et maîtriser l'énergie, et c'est bien une démarche, bien sûr, de loi, mais c'est aussi une démarche locale, car on aura un co-bénéfice. L'un des premiers bénéfices sera évidemment de diminuer les pollutions maintenant, et le deuxième, c'est effectivement que ça pourra limiter le changement climatique demain. J'attire votre attention sur le fait que ces questions de santé et environnement, enfin, arrivent au niveau national avec un nouveau plan national qui vient d'être validé en Conseil des ministres récemment, et le fait que ce sera l'un des axes majeurs de la conférence nationale environnementale de la fin de la semaine prochaine, qu'ouvrira le président de la République. Et bien entendu, ces questions seront au cœur. Et enfin, on a donné l'animation de cette table ronde au directeur de l'Agence nationale de santé et environnement et non plus à tel ou tel représentant d'une action différente. Si je peux résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est organisé par les associations de qualité de l'air, surveiller, mais ce que tous les acteurs nous ont dit, il faut agir, surveiller et agir. Bon courage. Merci pour cette brillante synthèse qui clôt cette matinée.